Je vais revenir sur la question de l'intégration, l'assimilation à propos d'une émission de Alain Finkielkraut avec Renaud, philosophe Renaud et Mathieu Bloch-Côté, québécois. Je crois que c'est dans l'émission Réplique sur France Culture. Alors, je voudrais dire les choses suivantes. D'abord, une société est censée progresser. Et parler d'un socle, d'un consensus établi une fois pour toutes, ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça que les choses se passent. Le progrès, dans tous les domaines, y compris dans la reformulation des cultures, la reformulation des langues, les réformes, le progrès est par lui-même un processus de déconstruction. Et par conséquent, une société qui est en progrès a une capacité d'intégration par la force des choses, puisque même ceux qui sont habitués à l'ancien consensus, à l'ancien régime, sont également des étrangers par rapport à ces nouvelles perspectives. Et c'est pour cela que la période de la Révolution française fait problème, parce que dans une société qui se renouvelle, l'intégration est évidemment beaucoup plus facile que dans une société figée. Par conséquent, les conditions d'intégration républicaine au XIXe siècle, dans la France républicaine, une France qui était en train encore de se chercher et de se remettre en question, ne sont plus les mêmes aujourd'hui dans une société qui est plus bloquée, qui est plus cristallisée. Une société qui se lance dans un processus impérial, comme par exemple sous Napoléon, est une société qui justement est en renouvellement. Et parce qu'elle est en renouvellement, ça lui permet d'intégrer des éléments nouveaux, des sociétés nouvelles, des pays nouveaux, des races nouvelles, comme ce sera le cas tout au long du XIXe siècle d'ailleurs, notamment la période coloniale. On ne peut pas, un empire est voué au progrès. Un empire ne peut pas se cristalliser sur un socle national. Par conséquent, parler d'un consensus auquel les nouveaux arrivants devraient se conformer, donc conformés et conformistes, me paraît inquiétant. Ne serait-ce que parce que, du fait de la réforme, qui devrait en permanence être là, les choses ne sont pas figées. Et je dirais que d'une certaine manière, nous sommes tous des étrangers par rapport au futur. Et nous sommes tous des étrangers lorsqu'il s'agit de passer d'un niveau à un autre. N'oublions pas que les femmes, dans notre société, sont des étrangères, quelque part, et inversement. Il n'y a pas que la question des étrangers à la culture, il y a aussi des modes de fonctionnement mentaux qui sont importants. Pour moi, la culture n'est pas seulement un héritage historique, mais aussi un héritage génétique. Et par conséquent, ça ne se situe pas, si les gens n'ont pas le même héritage génétique, on ne peut pas leur demander d'avoir la même culture. C'est tout à fait aberrant. Il faut respecter les cultures intrinsèques des personnes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille les fréquenter, ces groupes différents. Ces groupes ont vocation à fonctionner en autarcie jusqu'à un certain point. La France impériale ou l'Angleterre impériale a respecté la diversité des cultures. Elle voulait les intégrer au sein d'un même ensemble, mais elle ne voulait pas
les mélanger pour autant. D'ailleurs, le drame de l'aventure algérienne, c'est justement toute la question de savoir quel statut accorder aux Algériens, aux indigènes. Et c'est parce que ces indigènes voulaient justement s'intégrer, s'assimiler à la métropole qu'il y a eu la guerre quelque part, pour simplifier. Ce que les Algériens reprochaient avant tout, c'est qu'on ne leur accorde pas l'égalité. C'est pas qu'on ne respecte pas leur identité et leur culturalité. Moi, je ne veux pas discuter là-dessus. Donc, pour nous résumer, la gauche, le discours de gauche est un discours national, parce qu'on veut ou non, celui qui dit qu'il faut s'intégrer à une certaine culture, il est dans le nationalisme. Le discours nationaliste, il est par rapport à une culture figée. Et à ce propos, la poésie, je n'ai pas de sympathie pour la poésie, voyez-vous. Parce que la poésie, elle renvoie forcément à un consensus commun, établi une fois pour toutes. Il n'y aurait plus qu'à employer les mots pour que tout le monde comprenne ce que ça veut dire. Alors que la philosophie, elle, est consciente qu'il faut prendre la peine de discuter, de débattre, de formuler. C'est pour ça qu'une poésie peut tenir en une page, alors qu'un essai philosophique peut tenir en plusieurs centaines de pages. La communication philosophique, ce n'est pas la communication poétique. Donc, la poésie serait plus populiste, la poésie serait l'expression du peuple d'en bas, des gens qui sont dans une formulation cristallisée du passé culturel. Mais la langue peut servir aussi à la philosophie. Et à ce moment-là, la langue n'est pas du tout le même traitement chez le poète et chez le philosophe. Chez le poète, il suffit d'employer un mot et immédiatement on croit savoir que tout le monde va comprendre ce que ce mot veut dire, parce qu'il est constitué comme ça, il est formulé comme ça, une fois pour toutes. Alors que le philosophe peut, lui, se permettre de réfléchir sur les mots, de leur donner d'autres significations qui ne vont pas d'elles-mêmes, qui ne sont pas immédiatement compréhensibles. Voilà en gros ce que je voulais dire sur ce sujet.